La nuit est noire, épaisse, seulement déchirée par quelques éclairs de canon lointains. Au-dessus d'un tapis de nuages, un moteur gronde, seul, obstiné. Un avion de chasse file dans l'obscurité, comme une flèche de métal. À l'intérieur, un jeune homme au visage maigre, les joues creusées par le froid et la fatigue, fixe l'horizon invisible. On l'appelle « le fantôme du ciel ». Dans les journaux, il a un autre nom, plus héroïque, plus brillant. Mais sur ces papiers, ce n'est qu'un nom banal, perdu parmi tant d'autres. Commandement à fantôme, vous êtes seul sur secteur, confirmez position, grésille la radio dans son casque. Il sourit, un sourire que personne ne voit. Ici fantôme, position confirmée. Si je rentre, je veux un café chaud, pas vos compliments, répond-il d'une voix calme. Dans ce ciel de guerre, il est une légende vivante. Certains disent qu'il a déjà sauvé des centaines de vies, qu'il a abattu plus d'avions ennemis qu'il n'ose lui-même compter. Chaque mission pourrait être la dernière, mais il revient, encore et encore, comme si la mort elle-même hésitait à le réclamer. Au sol, son visage s'affiche sur les affiches de propagande, un sourire confiant, un regard clair, un slogan simple, le courage gagne toujours. Les gens le montrent du doigt, fiers, émus. Les enfants veulent être comme lui. Les adultes posent sur lui des espoirs qu'il n'a jamais demandé à porter. Mais ce que personne ne voit, c'est la main qui tremble légèrement après l'atterrissage. C'est le silence qui suit le vacarme, ce silence qui hurle dans la tête. C'est la solde qui arrive en retard, qui disparaît dans les paquets de cigarettes des camarades, dans les lettres envoyées à la famille, dans les dettes qu'on traîne comme un sac de sable. Héros dans le ciel, simple soldat sur la feuille de paix. Pendant que les journaux écrivent « gloire », le comptable de la base écrit « insuffisant ». Pendant qu'on imprime son visage en grand format, la réalité de son portefeuille reste en petits chiffres, serré, immobile. Dans la cabine glacée, il ne pense pas à l'histoire qu'on racontera sur lui demain. Il pense à une autre guerre, plus silencieuse, qu'il devra affronter quand les bombes cesseront de tomber, celle du loyer à payer, du travail à trouver, de la dignité à préserver dans un monde en ruine. Et vous, pendant que vous écoutez cette histoire, quelle est votre propre guerre silencieuse avec l'argent? Est-ce une facture qui vous hante, un salaire qui ne suffit jamais, une peur constante de tout perdre du jour au lendemain? Gardez cette question en tête, car la vie de ce pilote va vous montrer à quel point la frontière est fragile entre être un héros aux yeux des autres, et se sentir complètement démuni face à sa réalité financière. Ce soir-là, dans le ciel éventré par la guerre, le fantôme du ciel ignore encore que la plus difficile de ses missions ne se jouera pas aux commandes de son avion, mais bien après l'atterrissage. À cette époque-là, on l'appelait simplement le gamin. 22 ans à peine, les yeux trop clairs pour la guerre, un sourire qui trahissait encore l'enfant derrière le casque de cuir. Son vrai nom, on l'oubliera presque. L'histoire retiendra surtout ses ailes. La première fois qu'il monte dans le cockpit, la base est encore enveloppée par la brume froide du petit matin. L'odeur du kérosène se mélange à celle du café brûlé que les mécaniciens avalent à la hâte. Dans le ciel, très loin, on devine déjà le grondement sourd des bombardiers ennemis. À ses côtés, le commandant pose une main lourde sur son épaule. « Tu vois, là-haut, personne ne te demandera si tu as peur, dit-il. On te demandera seulement si tu reviens. » Le gamin hoche la tête, la gorge sèche. Ce jour-là, il découvre que la guerre n'attend pas qu'on soit prêt. On décolle, ou on reste à terre avec ses regrets. Dès ses premières missions, quelque chose se passe. Là où d'autres tremblent, il se concentre. Les minutes s'étirent, le monde se réduit à quelques cadrans, une ligne d'horizon, le sifflement du vent sur la verrière. Les avions ennemis surgissent comme des ombres métalliques, et lui, étrange mélange de panique et de lucidité, appuie juste au bon moment. Un avion tombe, puis un deuxième. À la radio, on crie son indicatif, on le félicite, on plaisante pour masquer le soulagement. Le soir, à la cantine, les plus anciens l'observent. « Tu as ça dans le sang, petit », lâche un vétéran en écrasant sa cigarette dans une assiette vide. On le tape dans le dos, on lui offre un verre de ce qui ressemble vaguement à de l'alcool. Il rougit, lève son gobelet. Il ne pense ni à la mort, ni à l'avenir, encore moins à l'argent. Son seul objectif, pour l'instant, c'est de revoir le jour suivant. Au fil des semaines, les victoires s'accumulent. On commence à coller son visage sur des affiches, à écrire son nom dans les journaux militaires. Héros des airs, as invincible, l'ange du ciel. Les slogans défilent plus vite que les vrais chiffres sur sa solde. Il reçoit quelques primes, quelques médailles.
Dans une enveloppe froissée, une lettre de ses parents, « Nous sommes si fiers de toi, mais ici, tout augmente, la vie est dure », il lit entre les lignes la peur, la fatigue, les factures qu'on n'arrive plus à payer, même loin du front. Une nuit, après une mission particulièrement sanglante, il reste seul dans le hangar. Il s'assoit sur une caisse de munitions, les mains noires de graisse, le cœur encore battant trop vite. Le bruit du jour est tombé, il ne reste que le claquement de quelques outils au loin. « On dit que tu es un héros, toi aussi ?» demande une voix derrière lui. C'est Marcel, le mécano, la quarantaine, les traits marqués. Il essuie ses mains sur un chiffon sale, puis s'installe à côté de lui. « Je fais juste mon boulot », répond le gamin, un peu gêné. Marcel sourit, fatigué. « Tu sais, la guerre, elle a besoin de héros. Ça fait vendre des emprunts d'État, ça tient les gens debout, ça donne du courage à ceux qui n'en ont plus. Mais à fin du mois, elle se fiche bien des médailles. » Le jeune pilote fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marcel le regarde, comme on regarde un fils qui ne comprend pas encore. « Je veux dire que, quand tout ça sera fini, personne ne paiera ton pain avec tes victoires. Ni le loyer, ni les études de tes futurs gosses. Tu rentreras avec des histoires plein la tête, mais la poche vide, si tu ne réfléchis pas dès maintenant. » Ces mots le frappent, mais il les chasse. Il se dit qu'il a le temps, que la guerre passera avant lui, ou qu'un jour, l'État saura bien remercier ses héros. Après tout, on n'abandonne pas ceux qui ont tout risqué, n'est-ce pas? Au petit matin, pourtant, alors qu'il signe un reçu pour une maigre indemnité de vol, il repense à la phrase de Marcel, « La fin du mois se file bien des médailles ». Il la balaie d'un revers de main, enfile son casque, grimpe à bord. Le moteur rugit, couvre toutes les questions qu'il n'ose pas encore se poser. Ce qu'il ignore, c'est qu'au même moment, quelque chose commence déjà à se fissurer entre la légende qu'il devient là-haut et la réalité qu'il retrouvera un jour, en redescendant sur Terre. Dans le vacarme métallique du hangar, sous les tôles qui vibrent au rythme du vent, il enfile sa combinaison de vol. Ses doigts tremblent légèrement, pas de peur, mais de fatigue accumulée. Autour de lui, on court, on crie des ordres, les mécanos disparaissent à moitié dans les entrailles des avions. Une odeur de kérosène, d'huile brûlée et de café froid flotte dans l'air. Un sergent passe derrière lui, tape sur son épaule. « Prêt pour un autre tour, capitaine ? On dirait que le ciel n'attend que vous. » Il relève la tête, esquisse un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. « On n'a pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» Le sergent rit, comme on rit pour chasser à mort. « Vous êtes né pour ça. » Il ne répond pas. Au fond, une petite voix murmure, « Est-ce que je suis né pour voler, ou pour mourir utilement ? Et si je ne suis utile que tant que je rapporte des victoires ?» À l'extérieur, le ciel est d'un gris coupant. Les moteurs rugissent, un par un, comme des bêtes qu'on réveille pour le combat. Il monte l'échelle de son appareil, caresse machinalement le fuselage, comme on caresse le flanc d'un cheval avant une charge. En bas, un officier politique l'observe, carnet à la main. Il sait que, ce soir, son visage sera peut-être une nouvelle fois sur une affiche, notre héros invincible. Dans le cockpit, le monde se rétrécit, cadran, levier, une photographie noire et blanc glissée près du tableau de bord. Sur la photo, on le voit en tenue civile, avant la guerre, devant une petite boutique de quartier. À l'époque, son plus grand souci, c'était de savoir s'il aurait assez d'argent pour payer le loyer du mois et aider ses parents. Il se revoit compter les pièces, les billets froissés. La guerre a balayé toutes ces petites inquiétudes, mais seulement en surface. La radio crépite, escadrille 3, alignement. Objectif, convoi ennemi, importante stratégique majeure. Chaque unité détruite, c'est notre peuple qui respire un jour de plus. Reçu, répond-il d'une voix calme. Mais derrière cette calme façade, une pensée étrange s'invite, combien vaut un convoi ennemi détruit? Combien vaut chaque vie qu'il sauve? Et, surtout, combien vaut la sienne, aux yeux de ceux qui l'envoient là-haut? Quelle est la valeur d'un homme, une fois que le bruit des applaudissements se tait? L'avion décolle, la base rapetisse, les hommes deviennent des points minuscules. Là-haut, dans le vacarme du moteur, un silence particulier s'installe en lui. Le silence où l'on se parle à soi-même sans pouvoir se mentir. Il repense aux promesses floues des supérieurs, au « vous serez décoré, la patrie ne vous oubliera jamais ». Des mots sans chiffres, sans engagement concret, sans rien de tangible. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase, vous aussi? Des promesses vagues, sans contrat, sans plan,
qui font chaud au cœur mais ne remplissent jamais le compte en banque. On vous dit merci, on vous dit bravo, mais au moment de payer le loyer, c'est vous, seul, avec vos chiffres rouges. Le ciel s'ouvre devant lui, immense, dangereux, magnifique. Les premières traînées de fumée apparaissent au loin, l'ennemi est là. Son corps se tend, ses réflexes prennent le dessus. Ici, tout est clair, viser, tirer, survivre. Pas de zone grise, pas de double discours, pas de facture en petits caractères. Et pourtant, sans le savoir, à chaque mission, il signe un contrat invisible avec le futur, un contrat où la gloire ne sera peut-être qu'une monnaie déjà dévaluée quand il faudra redescendre sur Terre. Les jours suivants, les missions se succèdent comme une mécanique bien huilée, mais pour lui, chaque décollage reste un pari contre la mort. Dans le fracas des moteurs alignés sur la piste, il serre les dents, masque en cuir ajusté, main crispée sur le manche. Le chef de piste lui fait un signe du bras, le bourdonnement devient rugissement, puis la Terre disparaît, avalée par un océan de nuages gris. Là-haut, il n'est plus un simple garçon de province, il est là. On le nomme à la radio, on chuchote son nombre de victoires dans les cantines des officiers. Une nuit glaciale, au retour d'une mission particulièrement meurtrière, alors qu'il enlève ses gants près du poêle à charbon de la baraque. Un capitaine de propagande l'aborde avec un sourire trop poli. « Mon vieux, tu es devenu un symbole. Le pays a besoin de visages, de héros. Tu es prêt ?» Il ne comprend pas tout de suite. « Prêt pourquoi ? Je fais déjà ma part, non ?» Le capitaine rit, comme si la réponse était naïve. « Ta part dans le ciel, oui. Maintenant, tu vas aussi te battre sur les murs, dans les journaux, dans l'esprit des gens. On va faire de toi une légende. » Quelques semaines plus tard, alors qu'il traverse une ville encore en partie bombardée pour une permission express, il s'arrête net devant une vitrine. Sur une grande affiche colorée, un pilote sourit dans un cockpit, regard tourné vers l'horizon, slogan en grosses lettres, « Il risque tout pour notre avenir, et vous ?» Sous le casque, c'est son visage, retouché, embelli, presque irréel. Un gamin tire la manche de sa mère. « Regarde, maman, c'est lui. Le héros. » Elle hoche la tête, les yeux fatigués, un sac de pommes de terre à la main. « Oui, mon chéri. Grâce à des hommes comme lui, on tient encore. » La baisse la tête, honteux sans savoir pourquoi. Il sort du magasin avec sa solde en billets froissés et, dans sa poche, une liste de choses qu'il ne pourra pas tout à fait payer. Dans la caserne, autour d'un café trop clair, il en parle à un camarade. « Tu te rends compte ? Ils vendent mon visage comme on vendrait des cigarettes. » L'autre hausse les épaules. « Tant mieux pour toi. Au moins, tu existeras quelque part, même si on y passe. » Il hésite, puis lâche à mi-voix. « Et toi, ta famille reçoit assez d'argent. » Un silence s'installe. Le regard de son ami se durcit. « Ma femme fait la queue pendant des heures pour un peu de pain. La pension de base, c'est tout. Héros ou pas, les factures, elle ne demande pas de médaille. » Ce soir-là, alors qu'il s'allonge sur sa paillasse, le rire des autres pilotes résonne au loin, mêlé au bruit d'outils et de moteurs qu'on répare. Il sort de sa poche une petite enveloppe avec sa solde, la recompte une troisième fois. Les chiffres ne mentent pas, entre ce qu'il envoie à ses parents et ce qu'il dépense pour survivre, il ne reste presque rien. Pourtant, son portrait illumine désormais les murs de la capitale. Il commence à sentir une fracture étrange, comme deux vies superposées qui ne se toucheraient jamais, celle du héros imprimé sur papier glacé, et celle du jeune homme qui compte ses pièces dans l'ombre. Et toi, tu l'as déjà ressenti, cette distance entre l'image qu'on donne de toi et ta réalité financière, beaucoup plus nue, beaucoup plus fragile. Dans un instant, tu vas découvrir comment, malgré la gloire grandissante, cette fracture va s'ouvrir encore davantage, jusqu'à devenir un gouffre. La porte du bureau claqua derrière lui avec un bruit sourd. Là désert, celui dont le portrait avait flotté dans tout le pays, se retrouva face à un homme en costume gris, lunettes rondes, stylo prêt à rayer des lignes sur un formulaire. Sur le mur, un drapeau, quelques médailles sous verre. Au centre, un bureau nu, froid, plus intimidant qu'un cockpit en plein combat. « Non » demanda la voix, sans lever les yeux. Il donna son nom. Silence. On feuilleta un dossier. Ah, oui. Plusieurs missions de chasse. Un bref regard par-dessus les lunettes. Héros de guerre, hein ? Il sourit, presque par réflexe, comme quand on le félicitait après un retour de mission.
J'ai servi dans le. Je vois, coupe à l'homme. Et, que cherchez-vous exactement? Il inspira. Un poste stable. J'ai une famille, des dettes, je pensais qu'après, tout ça. Il désigna vaguement les médailles accrochées au mur. Il y aurait, une place pour moi. L'homme poussa un léger soupir, pris entre la routine administrative et un reste de malaise. Écoutez. Le pays se reconstruit. Vous n'êtes pas le seul. On a des centaines d'anciens pilotes, soldats, officiers. L'armée n'a plus les mêmes besoins. On peut vous proposer un petit poste de manutentionnaire, ou agent de sécurité de nuit. Le salaire est correct. Mais ce n'est pas un poste de carrière. Le mot « carrière » lui brûla les oreilles. Dans les airs, il commandait des escadrilles. Ici, on lui proposait de surveiller des entrepôts vides pour un revenu qui ne couvrirait même pas ses factures en retard. Il sentit une pointe de vertige, comme dans un piquet mal calculé. Et pour, une aide? Une prime? Une compensation? L'homme referma le dossier dans un claquement sec. Les primes de guerre ont déjà été versées. Vous avez reçu vos rations, vos indemnités. Il n'y a rien d'autre de prévu. Je suis désolé. Désolé. Ce mot qu'il avait entendu pour des camarades abattus, pour des familles brisées, devenait maintenant la réponse à sa survie financière. Il sortit du bureau avec une enveloppe légère entre les doigts, si légère qu'elle lui semblait presque vide de sens. Dehors, la ville bourdonnait, trams, voitures, vendeurs ambulants, vitrines remplies de produits qu'il ne pouvait plus s'offrir. Devant une banque, il s'arrêta. Une grande affiche montrait un couple souriant devant une maison neuve, slogan promettant « sécurité » et « avenir ». Deux mots qu'il croyait jadis protégés par ses ailes et ses balles. Y entra, le cœur serré. À l'intérieur, un conseiller au sourire poli l'écouta, stylo en main. Donc, vous avez des dettes de jeu contractées pendant la guerre, des avances pour envoyer de l'argent à votre famille, et maintenant des factures en retard. Et aucun revenu fixe pour le moment, c'est bien ça? Il acquiesça, honteux. Pendant la guerre, on nous disait, ne vous inquiétez pas, on s'en occupera après. Alors, j'ai emprunté, signé, sans trop regarder. Le conseiller reprit, neutre. Monsieur, la banque n'est pas une œuvre caritative. Sans garantie, sans plan de remboursement clair, je ne peux rien faire. Vous avez pris des risques énormes dans le ciel, mais ici, au sol, le risque se calcule. Cette phrase le transperça. Dans le cockpit, chaque seconde était une mise à mort potentielle, et pourtant, jamais il ne s'était senti aussi vulnérable qu'avec ce relevé de compte sous les yeux. Il sortit de la banque encore plus léger, à l'exception d'un poids nouveau, collé à la poitrine, la certitude qu'il ne comprenait rien aux règles de cette nouvelle guerre. Sur le chemin du retour, il remarqua un kiosque. En une du journal, son nom, sa photo, un article sur « L'héros des airs qui fait encore la fierté de la nation ». Il se vit, figé en noir et blanc, sourire impeccable, regard tourné vers l'avenir. Ironie cruelle, plus il avançait dans la rue, plus ce portrait semblait appartenir à un autre homme. Un homme qui, lui, ne connaissait ni le prix des intérêts, ni des loyers en retard, ni les calculs implacables des tableaux d'amortissement. Il se surprit à murmurer. Dans le ciel, j'étais intouchable, mais ici, je ne sais même pas comment me défendre. Et vous êtes-vous déjà senti comme ça, brillant dans un domaine, et totalement désarmé face à vos propres chiffres, vos dettes, vos choix d'argent? Car pour lui, ce n'était que le début. Bientôt, il allait découvrir que la plus grande bataille ne se livre pas avec des avions et des balles, mais avec ce qu'on croit mériter, et ce qu'on accepte de perdre. Un soir d'hiver, alors que le vent siffle contre les vitres, Pierre étale sur la table de la cuisine tout ce qu'il possède encore de valeur. Une médaille brillante, sa croix de guerre. Un vieux carnet de vol, gondolé par l'humidité. Quelques photos jaunies où on le voit sourire dans sa combinaison, entouré de mécaniciens qui ne sont plus de ce monde. Face à lui, une pile de factures. Et un avis d'huissier, posé comme une menace silencieuse. Il se frotte le visage, épuisé. Il a passé la journée à déplacer des caisses dans un entrepôt glacé, payé à l'heure, sans contrat stable. Sa main porte encore la mémoire du manche à balai de son avion, mais désormais elle sert à soulever des boîtes anonymes. La gloire a changé de décor. La porte s'ouvre. Claire entre, les joues rougies par le froid, un sac de provisions presque vide à la main. Elle le regarde,
remarque les papiers sur la table, le silence épais. Pierre. On doit parler du loyer. Le propriétaire a appelé encore aujourd'hui. Il ne répond pas tout de suite. Il tourne lentement la médaille entre ses doigts, comme on cherche un mode d'emploi au dos d'un objet cassé. Tu te rends compte, dit-il enfin, la voix rauque. Je pouvais traverser un mur de feu, encaisser les tirs, voir la mort en face. Et là, je tremble pour un bout de papier. Un loyer. Une facture. Claire s'assoit en face de lui. Tu n'avais pas peur là-haut? Il sourit, sans joie. Si. Toujours. Mais au moins, je savais pourquoi. Ici, c'est comme une peur qui ne finit jamais. Qui revient chaque mois. Il se lève, se dirige vers le petit buffet branlant où sont rangés quelques verres dépareillés. De derrière une pile d'assiettes, il sort une enveloppe froissée. Tu vois ça? Demande-t-il en la brandissant. Qu'est-ce que c'est? Un crédit. Signé il y a 2 ans. Pour repartir à zéro, qu'il disait, le conseiller. Une belle voix, une belle cravate. J'ai signé sans comprendre. Je croyais que le courage suffisait, que le travail ferait le reste. Je n'ai jamais appris à lire ces chiffres comme je lisais le ciel. Il ouvre l'enveloppe, les taux, les intérêts, les échéances manquées. Une autre guerre, silencieuse, méthodique. On ne m'a jamais appris à ça, murmure-t-il. On m'a appris à me sacrifier, à ne pas penser à moi, à obéir. Pas à me protéger. Pas à réfléchir à ce que valait vraiment mon temps, ma vie. Claire l'observe, les yeux humides. Tu sais. Beaucoup de gens sont comme toi. Pas des héros de guerre, mais des héros d'une autre sorte. Ils se lèvent tôt, ils travaillent, ils se débattent. Et pourtant, l'argent leur glisse entre les doigts. Elle marque une pause. Peut-être que le problème, ce n'est pas toi. Peut-être que c'est ce qu'on nous a appris à croire sur le sacrifice, la loyauté, le mérite. Pierre relève la tête. Cette idée le bouscule. Toute sa vie, on lui a dit que le mérite finirait toujours par payer. Que le courage serait récompensé. Que, le reste, suivrait. Dis-moi, Claire, murmure-t-il. Tu crois que j'ai été naïf? Elle hésite. Je crois que tu as cru à une promesse qu'on t'a faite. Comme beaucoup. Il se rassoit, regarde la médaille au milieu de la table, entourée de factures comme un îlot d'or au milieu d'une mer de papier. Cette médaille, dit-il lentement, elle m'a sauvé la vie plusieurs fois, là-haut. Elle me donnait la force de repartir. Mais ici, elle ne vaut rien. Elle vaut ton histoire, répond Claire doucement. Mais l'histoire ne paie pas le loyer. Un silence s'installe. Le tic-tac de l'horloge semble compter les secondes jusqu'à la prochaine échéance. Pierre prend une profonde inspiration. Tu sais ce qui est le plus dur? Ce n'est pas d'être pauvre. C'est de se sentir idiot. De se dire, j'aurais dû voir venir. J'aurais dû comprendre. Il relève les yeux, comme s'il parlait aussi à quelqu'un d'invisible, au-delà des murs de cette petite cuisine. Et toi, si tu écoutes ça, est-ce que tu t'es déjà senti comme moi? Courageux dans la vie, mais perdu devant les chiffres? Tu t'es déjà demandé où passe tout ton argent, malgré tous tes efforts? Son regard se durcit légèrement, non plus de colère, mais de décision naissante. Peut-être que cette fois, il faut que je mène une autre sorte de mission. Pas dans le ciel, mais dans la tête. Apprendre ce qu'on ne m'a jamais dit. Reprendre le contrôle. Il se penche vers Claire, presque chuchotant, comme s'il partageait un nouveau plan de bataille. Je ne sais pas encore comment faire. Mais je refuse de perdre cette guerre-là comme j'ai perdu les autres. Et tandis que la nuit s'épaissit derrière la fenêtre, une question se dessine en lui, plus forte que la honte et la fatigue, une question qui pourrait tout changer. Jean fixe le plafond jauni de sa chambre, les yeux grands ouverts dans le noir. La lettre du préfet repose sur la table de chevet, à côté d'une bougie presque consumée. Demain, c'est l'huissier. Demain, on viendra frapper à sa porte comme autrefois on frappait à la cabine du pilote avant le décollage. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'escadrille, plus d'ordre de mission, plus de drapeau. Juste un avis d'expulsion. Dans sa tête, une phrase tourne sans cesse, comme un moteur qu'on n'arrive pas à couper. J'ai été un héros, et maintenant je ne vaux plus rien. Il se lève, enfile son manteau usé, et sort dans la nuit froide. Paris somnole, les cafés ferment,
les vitrines s'éteignent une à une. Il marche sans but vraiment précis, mais ses pas le ramènent devant l'ancien bureau de recrutement de l'armée de l'air. Sur la façade, une vieille affiche déchirée pend encore, son visage en uniforme, casque à la main, sourire éclatant. En bas, le slogan « Il veille sur vous, veillez sur eux ». Jean éclate d'un rire sec, presque amer. « Veillez sur eux ?» « Tu parles » murmure-t-il. Un jeune homme s'arrête, regarde l'affiche, puis le regarde lui, intrigué. « C'est vous, là. On dirait bien, non ?» Jean hausse les épaules. « Ça, c'était il y a longtemps. » Le garçon sourit. « Vous deviez être riche avec tout ça, non ? Les journaux, les primes, tout. » Jean détourne les yeux. « Riche ? J'ai été riche, en médailles. Ça ne paie pas le loyer. » Le jeune hoche la tête, gêné, et s'éloigne. Jean reste seul face à son propre fantôme en papier. La vérité le frappe avec une brutalité presque physique. Pendant la guerre, on lui avait appris à risquer sa vie, pas à gérer son argent. On lui avait appris à calculer la trajectoire d'un Messerschmitt, pas celle d'un budget. On avait musclé son courage, jamais son intelligence financière. Lui, le stratège du ciel, avait vécu sur Terre comme un joueur naïf, sûr que l'État, la gloire ou la reconnaissance finiraient bien par payer l'addition. Il pense aux primes dépensées sans réfléchir, aux invitations où il payait pour tout le monde, parce que je peux, parce que je le mérite, au crédit signé sans lire, persuadé que l'avenir serait toujours plus brillant que le présent. En fait, il n'avait jamais appris à dire non, ni aux autres, ni à lui-même. On lui avait appris à ne pas reculer devant le danger, mais jamais à reculer devant une dépense inutile. Il s'arrête sur un pont, regarde l'eau noire de la Seine couler en silence. Une question le traverse, violente, et s'il avait été son propre ennemi ? Pas les Allemands, pas les politiques, pas le système. Lui. Ses choix, ses illusions, sa façon de tout miser sur une seule chose, la gloire. Il se rend compte qu'il a confondu valeur et reconnaissance, médaille et sécurité, applaudissements et stabilité. Et vous, en le regardant là, pensif sur ce pont, quelle est la part de vous que vous reconnaissez en lui ? Avez-vous, vous aussi, mis votre avenir financier entre les mains des autres, d'un patron, d'un conjoint, d'un État, d'une chance, qui finirait bien par arriver ? Si cette histoire résonne en vous, prenez juste un instant pour vous poser la même question que Jean, et si l'ennemi n'était pas à l'extérieur, mais dans ma façon de gérer ma vie et mon argent. Parce que ce que Jean est sur le point de comprendre, dans la nuit froide de Paris, ce n'est pas seulement comment il est tombé, mais comment, malgré tout, il pourrait encore se relever. Les dernières images de la guerre s'étaient fanées depuis longtemps quand il entra un jour dans une petite banque de quartier. Le hall sentait le papier, le vieux bois ciré et une légère odeur de café froid. Rien à voir avec l'odeur de kérosène et de métal brûlant qui l'avait accompagné pendant des années. Dans sa main, un dossier froissé, quelques lettres de recommandation militaire, son livret de solde, des photos jaunies de lui devant son avion. Assis derrière un bureau trop bien rangé, un conseiller en costume gris feuilletait les papiers avec un détachement poli. Donc, vous n'avez pas d'épargne, pas de propriété, pas de garantie, juste ce certificat de bravoure et vos médailles. Le pilote esquissa un sourire gêné. À l'époque, on m'avait dit que ça suffirait. Que mon pays ne me laisserait jamais tomber. L'homme leva les yeux, sincèrement désolé mais prisonnier de ses procédures. Je comprends, monsieur. Vraiment. Mais la banque ne finance pas le courage. Elle finance les garanties. Cette phrase lui transperça la poitrine plus violemment qu'un éclat de shrapnel. Pendant un instant, il revit le visage des camarades tombés, ces hommes qui avaient payé le prix ultime en croyant qu'un jour, leur famille serait à l'abri. Personne ne leur avait parlé de budget, d'investissement, d'indépendance financière. On leur avait parlé d'honneur, de sacrifice et de patience. En sortant de la banque, il s'arrêta sur le trottoir, les voitures glissant devant lui comme des balles silencieuses. Le monde avait changé de décor, mais la logique restait la même, ceux qui comprenaient les règles invisibles de l'argent volaient plus haut que les autres. Les autres retombaient. Il se rappela une phrase d'un vieux mécanicien sur la base, un type qui épargnait chaque solde, qui comptait chaque pièce. À l'époque, les jeunes riaient de lui. Dans l'aviation, on meurt jeune, profitons maintenant, disait-il. Le mécanicien, lui, avait juste répondu, la vraie guerre, les gars, c'est quand il faut vivre longtemps. Ils avaient éclaté de rire. Maintenant, ce rire lui faisait mal. Au fond,
ce n'était pas seulement une histoire de manque d'argent. C'était une histoire de manque de vision. Il avait passé des années à étudier les cartes, les trajectoires, les vents, à anticiper l'ennemi, mais jamais les trajectoires de sa propre vie financière. Personne ne lui avait appris. Ni à l'école, ni à l'armée, ni à la maison. On lui avait dit, fais ton devoir, le reste suivra. Mais le reste ne suivait pas. Et toi, en t'écoutant maintenant, en quelle partie de cette histoire tu te reconnais? Tu te sens plutôt dans le cockpit, en plein combat, gérant les urgences au jour le jour? Ou déjà au sol, face à des banques, des factures, des promesses qui ne paient rien? Qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui, manquer d'argent, ou manquer de contrôle sur ton avenir? Si cette histoire te parle, si tu te surprends à hocher la tête en silence, reste avec moi. Dans le dernier chapitre, on va faire quelque chose que lui n'a jamais eu la chance de faire, regarder sa vie financière avec les mêmes yeux qu'on regarde un champ de bataille, et décider, en conscience, quelle victoire tu veux vraiment remporter. Alors, imagine-le aujourd'hui, des années après la guerre. Assis à sa petite table, près de la fenêtre. Les mains marquées par le temps, les yeux un peu voûtés, mais le regard encore vif quand il parle du ciel. Sur le mur, une seule photo encadrée, lui, jeune, en combinaison de vol, sourire insolent, quelques avions ennemis peints sur son fuselage. Une gloire figée dans le noir et blanc. Un voisin lui demande un jour, en déposant son courrier. « C'est vrai que c'est vous, sur la photo ?» « Oui, c'était moi », répond-il avec un léger sourire. « Dans une autre vie. Vous deviez être riche, avec tout ce que vous avez fait. » Riche? Il rit doucement, un rire sans joie. « J'ai été riche d'histoire. » Le banquier, lui, préférait les chiffres. Il ne dit pas ça avec amertume, mais avec une lucidité tranquille. Longtemps, il a cru que le courage suffirait. Que l'honneur serait une monnaie échangeable. Que le simple fait d'avoir mérité lui garantirait un certain confort. La vie lui a montré autre chose, que l'admiration ne paie pas les factures, que la reconnaissance ne remplace pas un plan, que l'héroïsme ne dispense jamais d'apprendre à gérer son propre terrain financier. En regardant par la fenêtre, il murmure presque pour lui-même. On m'a appris à ne jamais tourner le dos à l'ennemi. Mais personne ne m'a appris à ne pas tourner le dos à mes comptes. Ce silence-là, tu le connais peut-être. Celui des nuits où l'on fait semblant que tout va bien, alors que les chiffres dansent dans la tête. Celui des sourires en façade alors que, à l'intérieur, on se sent comme un pilote sans carburant, survolant une ville sans piste d'atterrissage. La vérité inconfortable, c'est que nous pouvons être des héros dans un domaine de nos vies, et complètement désarmés dans un autre. Lui dominait le ciel, mais il n'a jamais appris à dominer son argent, ses peurs, ses habitudes. Il a gagné la guerre, mais perdu la bataille de la sécurité financière. Alors, la question se retourne vers toi. Pas dans le jugement, mais dans la confiance, comme un coéquipier qui partage le cockpit avec toi. Si ta vie était ce avion, dans quel état serait ton tableau de bord financier aujourd'hui? Qu'est-ce qui clignote en rouge? Où manque-t-il du carburant? Ou fais-tu semblant de ne pas regarder? Si cette histoire a réveillé une image, une émotion, un souvenir chez toi, prends une seconde pour la reconnaître. Tu peux l'écrire en commentaire, ta plus grande douleur financière, celle que tu n'oses pas nommer. Mettre des mots dessus, c'est comme allumer enfin la lumière dans un cockpit plongé dans la nuit. Ce n'est pas confortable, mais c'est le début du contrôle. Et si tu veux continuer ce voyage avec moi, si tu veux d'autres histoires vraies, d'autres héros imparfaits qui vont t'aider à revoir ta façon de voir l'argent, la sécurité et la liberté, abonne-toi. Parce que la prochaine histoire pourrait bien être celle qui t'aidera, toi, à reprendre les commandes.